De retour avec vous pour la suite de notre édition de l'après-midi. 180 minutes, info pour comprendre, décrypter l'actualité. On accueille sur ce plateau Olga Givernet, qui est députée Renaissance de l'Ain. Bonjour, merci de nous avoir rejoints cet après-midi. À vos côtés, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Salut Christian. Hugo Bernalicis est là également. Bonjour, député LFI du Nord. Et puis Thomas Bonnet, bien sûr, du service politique, est resté pour m'épauler. Alors évidemment, on va revenir à cette manifestation à Paris. Il y a eu plusieurs manifestations contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques un peu partout en France. Mais c'est donc à Paris qu'on a retenu cette séquence avec un agent qui a sorti son arme une fois le véhicule coincé dans le trafic dans lequel il était embarqué, pris à partie par plusieurs individus qui se rapprochaient. Regardez, s'il vous plaît, la séquence intégrale quand même. Et il se trouve qu'il y a quelques secondes, Gérald Darmanin, en déplacement à Berck, dans le Pas-de-Calais, est revenu sur ce qui s'est passé hier en ces termes. On a entendu des propos extrêmement durs à entendre. Une balle, un flic, par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vues, et j'ai évidemment saisi le procureur de la République, des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment, on ne laissera rien faire de tout cela, et on veut dire à quel point ces manifestations et ces expressions sont contraires, me semble-t-il, à la dignité des policiers et des gendarmes. Par ailleurs, à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. De quoi parle-t-on? On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui venaient d'interpeller un dealer en marge de la manifestation, à coups de barre de fer, et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène. Christian Proutot, je vais commencer avec vous, parce que vraiment vous avez l'habitude de ce genre de situation. On se souvient quand même comment ça s'est fini. Il y a quelques années, c'était Canal Saint-Martin. Il y a une voiture qui a pris feu, cocktail Molotov. Ça aurait pu être dramatique. Est-ce que, à votre sens, là, ce qui s'est passé dans toute la séquence qu'on a vue, les individus étaient hostiles ou pas? Le policier, il est dans le véhicule au départ, hein, je veux dire, il n'est pas en intervention, il essaie de s'extraire de cette situation. Est-ce qu'il respecte les règles d'engagement ou pas? Ah oui, moi je considère que, d'abord, je donne mon avis sur ce que je vois. Ouais. Ce que je vois est inadmissible, insupportable. Et j'en veux aux gens qui organisent ce genre de manifestation et qui devraient rendre des comptes. Parce que la violence qui démarre par les propos, au départ, conduit à ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'on passe des propos aux actes très rapidement en considérant tout d'un coup que la police devient l'ennemi. Et que, bien évidemment, puisque c'est l'ennemi, il faut lui taper dessus. Et alors là, Dieu sait si j'ai souvent, peut-être des fois on me l'a reproché, considéré que le problème des conditions d'ouverture du feu étaient des choses qui étaient fondamentales pour les forces de police, qui sont éthiques avant tout. Les conditions dans lesquelles ce policier a sorti son arme sont incontestablement bien faites. Et il a la maîtrise du geste aussi. Et je ne sais pas ce qui serait passé s'il n'était pas sorti. Je pense qu'effectivement, comme on l'a déjà vu, il serait allé jusqu'au bout. Il y en aurait bien un qui aurait trouvé quelque chose à balancer sur le véhicule. Hugo Bernalicis, il y a un lien de cause à effet, il y a un côté inflammatoire. Ça part de la manifestation et on arrive à ce genre de scène où vous réfutez ça? Écoutez, le point de départ de cette manifestation, c'est une succession de violences policières dans le pays, et notamment
le fait que Naël ait été tué et que la scène a été filmée et qu'on est dans des conditions qui ne respectent pas le cadre réglementaire d'usage de l'arme, comme l'enquête est en train de le montrer. On va laisser poursuivre l'enquête, mais les images sont assez accablantes. Donc le point de départ, il est là. Accablante pour qui ? Pour la policier, pour les policiers. D'accord, donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il en fait ? Non, je ne vous parle pas de l'usage de l'arme, je parle dans le cas de Naël. D'accord. Mais à force de le dire, parce que la manifestation, elle ne tombe pas du ciel. Je suis d'accord, mais à force de le dire. Elle arrive d'un contexte, d'une situation politique, et je voulais le rappeler, premièrement. Donc, parce que si, monsieur, vous croyez sincèrement à ce que vous êtes en train de dire, je ne pense pas en réalité, mais oui, vous auriez condamné le tract d'Alliance Police Nationale avec la plus grande fermeté, alors, qui parlait de s'en prendre aux nuisibles et de manière à faire justice soi-même dans la rue avec Monsieur le l'uniforme et député, j'ai été haut fonctionnaire suffisamment dans pas mal d'années. Sérieux, si on va avoir un débat. Attendez, vous l'avez interpellé. Pour parler sérieux, je pense que je parle sérieux. J'ai fait libérer des otages, j'ai créé une unité. Le jeu est haïssable, je le sais, et je vous le concède complètement, mais ça me donne le droit et la possibilité de dire ce que je pense d'une manifestation dangereuse qui n'est pas encadrée. C'est de votre responsabilité. Alors, remontez au calendes pour dire que des cas exceptionnels que nous regrettons tous, je l'ai dit d'ailleurs dans mon avant-propos, j'ai dit qu'il y a des usages d'armes dont on m'a reproché d'avoir dit... Tract d'alliance, vous dites les mots qui arment ensuite les gens. Oui, quand Alliance Police Nationale parle de nuisibles et demande à leurs collègues Monsieur le député, tirer toutes les conséquences. Et moi je me permets de vous appeler Monsieur le député parce que vous êtes la représentation nationale. J'aimerais bien que vous ayez en mémoire ce qui a été dit dans ce que j'ai entendu À force de le dire, est-ce que ça ne fait pas d'eux des cibles ? Parce que voilà, à force de dire c'est leur faute, on leur met tout sur le dos. C'est-à-dire que même quand ils sont en opération... Non mais là, ils n'étaient pas dans le maintien de l'ordre de la manifestation, ils étaient en marche. Ils ont le droit d'intervenir sur d'autres sujets. Et donc pourquoi, dans la voiture, on vient les agresser ? Juste expliquez-moi ça. Je ne suis pas pour qu'on agresse des policiers, ni dans cette manifestation, ni où que ce soit dans le pays. Je suis pour qu'on respecte les policiers, leur uniforme, leurs fonctions. Et réciproquement, je suis pour que les policiers respectent le cadre déontologique et que c'est à ces conditions qu'on pourra faire avancer les choses. Il n'est pas en danger là ? Juste pour savoir. Bien sûr que si, ils sont en danger là dans leur voiture. Ils sont encerclés, ils sont enfermés, ils sont coincés. Et on voit comment dès le départ, ils sont là en train d'intervenir dans la manifestation alors qu'ils n'ont aucun rapport avec la manifestation. Et là, on en revient aux techniques d'encadrement d'une manifestation. Je ne parle pas de l'encadrement militant qui est assuré sur nos propres cortèges, mais ces gens-là ne sont pas dans le cortège de manière classique, comme vous le savez, mais aussi la présence policière en manifestation. Dans bien des cas, la présence policière, la manière dont elle est positionnée, va augmenter le niveau de tension ou au contraire, abaisser le niveau de tension. Je ne sais pas ce que font ces policiers-là. Donc à ce moment-là, ils se mettent aussi en danger parce qu'ils savent qu'il y a des tensions dans la foule. C'est extraordinaire. Non, il y avait une autre intervention pour arrêter un dealer. Non, mais si on avait été en responsabilité, ils se mettent en danger. Non, mais il arrête un dealer, là. Il arrête un dealer, là. Ça arrivait plein de fois. Ça s'appelle l'inversion de la charge de la preuve. Non, ça s'appelle pas l'inversion. Parce que là, les responsables, c'est l'encadrement qui les envoie à cet endroit-là, alors qu'ils savent que ça va être tendu. Peut-être que vous vous en fichez de mettre en danger des policiers parce qu'à la fin, ça fait des belles images à passer sur CNews. Mais pas moi. Moi, ça m'importe. Moi, de savoir comment on les positionne. Où est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on les met eux-mêmes en situation de danger, de conflit ? Olga Givernet, pour mettre un peu de mesure sur ce que vous avez vu et sur... mettez de la mesure. Parce que non, mais... oui, effectivement, je suis avec un peu de mesure entre les deux, je veux dire. On est sur le... Allons-y. Je suis assez choquée de ce que j'ai pu entendre. D'abord, la police, elle est là pour encadrer, elle est là pour protéger les gens. Donc, effectivement, on voit ces policiers qui, d'ailleurs, sont eux-mêmes avec leur tenue, mais pas plus protégés que cela, au niveau de la tête, ni rien. Et ils se font prendre à partie en marge de la manifestation. Là, c'est déjà très choquant. En faisant une généralité, alors il y a une manifestation dont on dit qu'elle n'est pas anti-police, mais je suis désolée, quand on prend à partie comme cela des policiers dont on ne sait même pas quels ont été leurs actes, eh bien, c'est bien qu'il y ait quand même une généralisation. Et vous le cautionnez, Monsieur Bernalicis, ça me pose vraiment question. À quel moment question. Je pense évidemment que lorsqu'il y a une prise à partie des injures qui peuvent se faire, et puis des assaillants. Enfin, je veux dire, quand j'entends me dire que c'est sur des manifestants que l'arme a été pointée, je suis désolée, mais moi j'estime déjà que c'est des assaillants. Ce sont des personnes qui sont cagoulées, dont on ne reconnaît pas, qui gardent l'anonymat et qui essayent de s'en prendre à ces trois policiers, 2 hommes, une femme, si je peux bien l'observer. Et là, je suis assez choquée. On peut se projeter
dans leur position où il y a un besoin d'encadrement, il y a un besoin de démontrer que la force de police, elle est là. Vous êtes pour les zones de non-droit, vous dites qu'il ne faut pas les envoyer parce qu'on les met à risque et qu'ils risqueraient de se faire caillasser. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il puisse y avoir des zones. Envoyez-le au carton, allons-y, oui, c'est une bonne idée, bravo. Non, je pense qu'il y a vraiment une réflexion pour ces raisons. Mais il y a aussi... Vous savez pourquoi il était là ? La police, là. Vous savez pourquoi Oui, vous l'avez dit, pour arrêter un dealer. Bon, et donc on peut pas continuer à faire ce genre d'intervention parce qu'il y a une manif à côté. Mais en fait, il y a des moments où c'est plus judicieux d'intervenir et d'autres où c'est moins judicieux. Mais c'est là que vous ne rejoignez pas du tout. Tout le monde fait ça quand on fait de l'ordre public. Ou même n'importe quelle intervention judiciaire aux policiers. On ne fait pas tout comme ça. En disant, je vois un truc, ça y est, j'interviens, sans réfléchir, sans regarder le contexte. Non, mais donc, allons-y gaiement, faisons des cambriolages dans le quartier tant que vous y êtes et il n'y aura pas d'intervention. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire en substance. Non, on se concentre sur la manif et donc on ne fait pas le reste à côté. Et d'ailleurs, il faut croire sur parole ce qu'il nous est dit, que c'était pour arrêter un dealer, j'en sais rien. Vous êtes donc là, vous remettez en cause la parole du ministère de l'Intérieur. Oui, régulièrement, parce que, excusez-moi, il y a de quoi douter de la parole du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur, le premier. Oui, parce que le nombre de fois où il raconte n'importe quoi, et heureusement, vos collègues journalistes sont la lumière sur les situations. Je rappelle que M. Bernalicis avait fait une vidéo au moment des campagnes et se voyait au ministère de l'Intérieur. Exactement. Heureusement, évidemment, qu'il n'y a pas accédé, mais effectivement, quand on voit la position dont vous prenez et la façon dont vous voudriez traiter les forces de l'ordre et leur capacité à intervenir sur les mouvements un peu chauds comme celui-ci, je me réjouis que vous n'y soyez pas. C'est votre bilan, les blessés, le fait que les envoyer dans ces conditions-là, de cette manière-là, de jouer de l'escalade, c'est votre bilan politique. Vous l'avez dit, je ne suis pas en responsabilité. Donc les blessés dans la police, c'est votre responsabilité première et celle de Gérald Darmanin qui est leur employeur. Et monter les gens. On propose de la désescalade. On propose une politique de désescalade. On propose de remettre la formation initiale à 2 ans. On propose d'avoir des formations qui soient dédiés au maintien de l'ordre quand ils sont en situation, pas juste un mois comme c'est là aujourd'hui, parce que c'est un mois de formation et puis après, dans le meilleur des cas. Et ceux-là ne sont pas formés au maintien de l'ordre, ils sont en sécurité publique, ils sont en police secours. Là, Donc, à un moment donné, il y a des métiers différents dans la police. On n'envoie pas des gens sur une manifestation qui ne sont pas formés à faire de la manifestation. Pendant qu'on fait une manifestation, il était à côté sur les quais. Et ça excuse bien évidemment qu'ils soient attaqués. Ça n'excuse rien. Si. Ça n'excuse rien. Mais vous, à force de ne pas vouloir expliquer, vous faites en sorte que ces situations-là se reproduisent et qu'on remet en danger les policiers à nouveau. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Revenons à ce qui a été critiqué notamment par Sandrine Rousseau, qui a été prompte à tweeter en disant que c'était scandaleux, l'usage de l'arme. Vous auriez fait quoi, vous, en l'espèce, à sa place ? À la place du policier ? Ouais, me dites pas je me serais pas retrouvé dans cette situation-là. Ah voilà. Bon Oui. Vous auriez refusé d'aller en mission envoyée par votre hiérarchie ? Mais c'était pas en mission envoyée par la hiérarchie. Parce que la hiérarchie, là, en l'occurrence, elle est en train de gérer l'ordre public à la manifestation au centre de commandement. Elle est en train de gérer où vont aller les braves, où vont être les gendarmes mobiles, où vont être les CRS. Ils sont pas là pour dire allez arrêter un dealer sur le coin de la rue. C'est donc pas vrai il y que a c'est un comme ça manque que de ça discernement fonctionne. de la part de cette patrouille de police là. En tout cas, de la hiérarchie, c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, moi je suis pas pour que les gens se mettent en danger volontairement. Je vous le dis. Voilà, dans une manifestation organisée par votre mouvement. Fabuleux de dire ça. Mais c'est extraordinaire. Je vous arrête tout de suite, parce que pour notre gloire, elle n'était pas organisée que par notre mouvement, mais par 150 organisations. D'accord ? Dont la CGT, dont la FSU, dont Europe Écologie Les Verts, par ailleurs aussi, et dont tout un tas d'organisations. On est d'accord, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, des associations de défense des libertés, la Ligue des droits de l'homme, etc. Mais vous pouvez dire que c'est que nous. Mais si vous êtes fiers, monsieur, si vous êtes fiers d'avoir des manifestations qui génèrent ce genre de comportement. On est fiers d'avoir des manifestations contre les violences policières. Peut-être que vous êtes pour les violences policières, mais pas moi. Peut-être que vous êtes pour la discrimination et le racisme systémique, mais pas moi. Je crois, monsieur, que vous avez sur 9 000, il y en a 1500 qui posent problème. Vous n'en avez pas marre qu'ils viennent perturber toutes les manifs que vous voulez faire de manière pacifique ? Ça vous gêne pas ? Je sais pas, c'était une loi que ça s'est bien passé. Il y avait 2000 personnes, j'étais en tête de cortège, tout le monde était là. Les 1500 qui viennent pour casser, ça vous énerve pas ? Vous n'avez pas envie de vous débarrasser ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement... Est-ce que vous condamnez ? Vous condamnez. Mais ça brouille votre message, habituel. Regardez, on parle même plus de l'objet de votre manif, on parle de cette scène-là. Mais je sais bien, c'est ce que j'allais vous dire. Bravo, félicitations, vous avez réussi votre coup médiatique. Non, mais on n'a pas réussi, on n'a rien réussi. Mais c'est pour ça que, comme vous le savez, mais vous voulez nous faire porter la responsabilité à nous insoumis. Mais nous n'avons jamais appelé qui que ce soit à ni se cagouler, ni s'habiller de noir, ni à prendre une barre de fer, ni s'en prendre aux policiers physiquement, ni même de quelque manière que ce soit. Ce ne sont pas nos méthodes d'action politique. Je les désapprouve parce qu'elles mènent à la situation qui est fait qu'aujourd'hui, on ne parle même pas du fond du sujet. Alors comment on les extrait, ces mecs-là ?
Mais c'est pas. Est-ce que c'est la seule responsabilité de la France insoumise? Non, je pensais mais que c'était la responsabilité de la police parce que Gérald Darmanin s'était fait. Pourquoi il y a même une commission d'enquête à l'Assemblée contre les groupuscules violents. C'est leur responsabilité. Mais soyez force de proposition pour qu'ils ne viennent plus contrecarrer votre propos. Eh bien, une politique de désescalade en termes dans le public. Faire en sorte qu'on garantisse la liberté de manifester. Alors, pardonnez-moi, monsieur le député. Je pense que le terme choisi pour faire cette manifestation n'était pas le meilleur pour désescalader quelque chose. Hein. Ah bon? Ah oui. Et pourquoi? La violence policière, vous considérez qu'elle est systémique. Oui. Eh bien, donc, ça veut dire que vous mettez l'ensemble des personnels dans la situation de dire... Parce que vous n'avez pas l'air de comprendre le mot systémique. Oh, non, merci, mais je peux vous l'expliquer. J'ai quelques genres de vol, je connais le français. Très simplement, je n'ai pas de difficulté avec ça. Le caractère systémique des violences et du racisme, il est du fait non pas juste des individus tels qu'ils sont là, mais le fait que quand les comportements ont lieu, ils ne sont pas réprimés comme ils devraient l'être, ni par l'IGPN, ni par l'IGGN, et encore moins par la justice. Il y a des dysfonctionnements aberrants. La hiérarchie policière couvre dans bien des cas. Les faux procès-verbaux, il y en a des palanqués, dans des dizaines d'affaires pendantées en cours. Et ça explique d'avoir un slogan « La police tue ». Ce que vous êtes en train de dire. Le slogan n'était pas la police tue, mais oui, la police tue. Et d'ailleurs, dans certains cas. C'est sûr que les slogans, ils venaient tout seuls dans la manifestation. On ne peut pas dire ça. Je suis désolée. Mais si, parce que ça fait système. Si, ça fait système. Je vous renvoie vers le livre des policiers, la police, la loi de l'Omerta, 6 policiers de l'intérieur, qui racontent comment ils sont oppressés par leur hiérarchie, comment on leur demande de faire cette politique du chiffre, comment on les envoie faire des contrôles qui deviennent des contrôles aux faciès discriminatoires parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Il faut remplir les bâtons dans les cases et on va toujours dans les mêmes endroits pour contrôler toujours les mêmes personnes. Donc ce que je vous dis, c'est que le racisme ou les violences policières ne sont pas juste le fait d'individus, mais la production d'un système institutionnel. Et c'est pourquoi on pense qu'il faut réformer la police et la gendarmerie, mais de la cave au grenier, en revoyant le recrutement, la formation, les missions de police en tant que telles, remettre en place une police de proximité qui soit aussi désarmée que possible, comme c'est le cas des Face Anglais. À des types surarmés qui font du trafic de drogue, ça va être super. Franchement, ça va être un carnage. Ok. Franchement. Mais vous mesurez ce que vous êtes en train de dire? Bah oui, oui. Vous mesurez ce que vous êtes en train de dire? S'ils sont désarmés, ils font comment pour se défendre? Non, mais vous voulez, de proximité désarmée. Est-ce que vous croyez que ce sont les policiers de sécurité publique qui vont arrêter des fusillades à Marseille? Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont ces effectifs-là? Donc ils iront pas parce qu'ils ne prendront pas de risque. Ils iront pas. Mais je ne suis pas pour qu'ils prennent de risque. Je ne suis pas pour que des policiers meurent comme ça au hasard au milieu des balles. Donc laissons le trafic proliférer et prospérer. Mais c'est ça que vous dites en substance. Non, absolument pas. Je suis désolée, je vous reprends votre argument. Est-ce que vous savez quelles sont les unités qui luttent contre ce genre de trafic? Ça s'appelle la police judiciaire, qui est en très grande difficulté dans ce pays, qui va aller beaucoup plus mal avec la réforme de la départementalisation de Gérald Darmanin, qui ont manifesté pendant des mois, avec un Gérald Darmanin qui instrumentalise une nouvelle fois plus la police, en voulant mettre en place, comme la CRS 8, une unité qu'on va projeter comme ça pour arrêter les trafics de stupes. Mais ils croient rêver. Les enquêteurs qui sont sur place, notamment à Marseille, ils sont là depuis des années, ils regardent quels sont les réseaux, ils font du renseignement criminel, c'est pas des gens débarqués en une semaine comme ça qui vont régler les sujets des trafics. Donc oui, il faut prendre ça au sérieux. Et c'est pas ce que fait Gérald Darmanin. Allez, je vous propose juste de marquer une courte pause parce qu'on a un petit peu débordé sur le temps qui était imparti, mais je vous ai laissé le débat a vraiment pris pour le coup. On revient pour parler de ce qu'a dit Emmanuel Macron dans 2 JT télévisés hier sur sa vision de ce qu'il faut faire après Lampedusa. À tout de suite. De retour dans 180 minutes info sur la suite de notre débat, toujours avec Olga Givernet, Hugo Bernalicis et Christian Proutot ainsi que Thomas Bonnet. Thomas, on va revenir dans les grandes lignes à ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'occasion d'une interview qu'il a accordée hier à 2 grands JT à l'issue de la visite du pape. Il s'agissait en fait de ponctuer un peu cette séquence Charles III, pape. Et il est évidemment revenu sur la question des migrants. On va peut-être écouter un extrait de ce qu'a dit le président hier soir et après on le commente ensemble. Qu'est-ce qui se passe d'abord à Lampedusa? Ce que vous avez montré ces dernières semaines, c'est la réalité du phénomène migratoire. Il est européen. Et donc, le cœur de la réponse n'existe pas en franco-français. Et moi, c'est aussi pour ça que je veux qu'on travaille avec la présidente du Conseil italien, parce qu'elle a fait un choix fort, qui n'avait pas été celui, il y a quelques mois, suivi par l'Italie. C'est cette crise migratoire qui l'a amené aussi au pouvoir. Là où il y a pu avoir, à certains moments, une Italie qui a dit « on ne prend plus les bateaux ». On les renvoie chez les autres. L'Italie prend sa responsabilité et elle joue son rôle de ce qu'on appelle le premier port sûr. Nous devons jouer notre rôle en Européens et aider les Italiens.
Nous faisons notre part, dit-il un peu plus tard, sans qu'on sache trop ce que cela revêt. Mais enfin, vous avez des chiffres quand même à nous communiquer. Alors, on est vraiment dans le en même temps propre au chef de l'État, parce qu'il dit on fait notre part. En même temps, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Dans la même interview, le président de la République déclare cela. On sait qu'on est à quelques semaines maintenant de la présentation du projet de loi immigration et que le président doit aussi composer avec les différentes parties de sa majorité. Je vous rappelle quand même que l'aile gauche de la majorité présidentielle a lancé quelques pierres dans le jardin du président de la République il y a quelques temps maintenant en disant qu'il fallait absolument conserver le volet sur la régularisation des métiers en tension. On sait qu'à l'inverse, peut-être ce volet pourrait être écarté finalement par le président de la République, plus précisément par Gérald Darmanin qui porte ce projet de loi. Évidemment, il faut donc composer avec tout cela. Sur ce sujet de l'immigration, de toute façon, on voit les formations politiques avec quelques divisions. Je parle même de la France insoumise. On a vu François Ruffin s'écarter quelque peu du discours qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, on y reviendra dans un instant, cette amorce de schisme LFI. Mais Olga Givernet, sur la régularisation, vous appartenez à quelle école là, dans cette famille dont on ne sait plus très bien ce qui la fédère, au fond? Quels sont les éléments qui vous rassemblent encore? Je suis de l'école du terrain, et sur le terrain... Non, mais il faut régulariser les métiers en tension. Voilà, et je vous le dis, sur le terrain, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit des demandes de régularisation de personnes qui se sont trouvées en situation irrégulière après avoir été en situation régulière. Donc c'est vrai que c'est une situation où, malheureusement, on se retrouve avec un surplus administratif, alors qu'on pourrait accompagner ces personnes qui sont déjà dans l'emploi ou qui sont accompagnées par un employeur et qui permettent aussi de répondre à une demande de main-d'œuvre. Donc moi, je comprends cette démarche et même j'ai pu l'accompagner directement dans ma circonscription de l'Ain parce qu'on est sur des métiers en tension. Maintenant, quand le président de la République dit que ce ne sera pas inconditionnel, évidemment que ça ne doit pas être inconditionnel. Il faut regarder au niveau des casiers judiciaires, il faut regarder les conditions dans lesquelles les personnes sont entrées, la façon dont elles se comportent depuis qu'elles sont sur le sol français, et je pense que c'est important de le faire. Mais de manière générale, chacun doit s'approprier le fait d'avoir une politique qui s'applique à toute la France et aussi qui soit déclinable dans nos territoires. Et là, je pense qu'effectivement, il faut qu'on tienne bon sur le fait d'accompagner cette régularisation quand elle est légitime et nécessaire. Il ne faut pas croire non plus qu'on va régulariser tout le monde. Il y a toutes les OQTF. Et la question de gérer les dossiers et de traiter les dossiers dans des délais raisonnables et beaucoup plus restreints nous permettra d'avoir une réponse plus appropriée. En France, en moyenne, chaque année, 100 000 demandeurs d'asile. C'est un investissement de 2 milliards d'euros pour l'hébergement d'urgence. 60% des gens qui en bénéficient, donc qui en profitent, sont les demandeurs d'asile. Il faut étendre au-delà des demandeurs d'asile, pour vous? Il faut garder tous ceux qui arrivent à accoster? Alors, c'est même plus ample que ça, parce que je vais vous faire une annonce, ça va aller de manière croissante avec le dérèglement climatique. Et là, les mouvements de population que vous voyez aujourd'hui, c'est rien du tout par rapport aux mouvements de population auxquels il va falloir faire face, y compris à l'intérieur même du pays, parce que c'est nos propres côtes avec la montée de l'eau, où il va falloir déménager des gens de France vers France. Donc, à un moment donné, si on n'a pas cette culture de l'accueil et qu'on ne sait pas s'organiser collectivement, on va avoir quelques difficultés. Moi, ce que je veux pointer, c'est que quand même, Emmanuel Macron nous raconte des bobards une nouvelle fois comme ça à la télé, tout sourire, en étant très sérieux, en expliquant qu'on a pris notre part. Mais à quel moment on a pris notre part? Sur la base de quels chiffres? Parce que quand on regarde justement, par exemple, tous les Afghans qui sont venus en France, la France en a reçu 8% de tous ceux qui sont venus en Europe. L'Allemagne en a pris plus de 40% chez eux. Alors qu'on représente 17% du PIB et de la population, environ 15% du PIB, 17% de la population européenne. Donc c'est pas vrai qu'on prend notre part au prorata de la puissance de la France, de notre population et de ce qui en est. Et on pourrait décliner comme ça sur tout un tas d'autres personnes. Et même les Ukrainiens, parce qu'on en a reçu quand même 100 000. Et on a mis branle-bas de combat dans les administrations. Oui, mais qui n'ont pas vocation à rester. Quand la guerre va s'arrêter, ils auront vocation à rentrer pour beaucoup d'entre eux. Qui sait dire combien de temps va durer cette guerre? Et j'espère qu'on ne va pas leur dire, écoutez, pour nous c'est 1 an, même si la guerre continue chez vous, rentrez chez vous. Personne ne dirait ça. Donc vous êtes en train de dire on les accueille et on les a bien accueillis et on a mis les services administratifs en branle et c'est tant mieux. Sauf que quand il s'agit de monsieur et madame tout le monde qui est arrivé comme ça dans le pays et qui doit faire le renouvellement de son titre de séjour, c'est une galère infâme. Déjà administrativement, pour avoir un rendez-vous. Combien de gens sont sous récépissé pendant 4, 5 mois, 6 mois alors qu'ils devraient avoir leur carte? Enfin, je veux dire, donc la vérité. D'accord. Si on fait galérer les gens pour pas qu'ils restent ici. Non mais l'asile, il y a des conditions très strictes. Oui. Il faut venir d'un pays en guerre, demander l'asile parce qu'on s'estime en danger chez soi. Donc vous dites qu'il faut aller au-delà de l'asile. Maintenant, c'est les réfugiés climatiques qu'il va falloir accueillir. Mais beaucoup de gens pourront prétendre à ça. Il faudra les intégrer. Je pense qu'il faut modifier.
Il faut modifier la loi, donc. Il faut modifier la loi, mais surtout, il faut rediscuter la Convention de Genève, parce que c'est pas juste la France qui va être confrontée à ça. Est-ce qu'il faut soumettre ce genre de questions à référendum? Est-ce que vous êtes pour que les Français... Parce que, in fine, vous dites l'État, c'est l'État qui paye. Enfin, l'État, vous savez que c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Il y en a qui veulent bien mettre la main au portefeuille, il y en a qui peut-être se disent, je pense que peut-être on a assez payé pour prétendre à un mode de vie correct pour nous aussi et notre descendance et la descendance de mes voisins et des gens autour. Disons que ça tombe bien, parce que tous les rapports on a beaucoup d'argent. Stratégie montrent que les immigrés dans ce pays et les réfugiés rapportent plus d'argent qu'ils n'en coûtent au pays. Parce qu'ils cotisent, plus on en accueille, plus ça va être... ils payent des taxes, etc. Donc la balance... Le cercle vertueux, c'est le cercle vertueux. En tout cas, aujourd'hui, à ce jour, à cette heure, même les libéraux sont prêts à admettre que ça rapporte plus d'argent que ça en coûte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent de la régularisation sur les métiers en tension uniquement. D'un point de vue complètement utilitariste. Mais je voudrais juste rappeler, comme Emmanuel Macron, que ce sont des êtres humains, des hommes et des femmes. Oui, mais personne ne parle de déshumaniser la question. On est tous... je le rappelle comme Emmanuel Macron. Pour que les gens survivent et vivent dans de bonnes conditions, personne ne réfutera ça sur ce plateau. Patrick Stefanini, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ex-secrétaire général du ministère de l'immigration. Peut-être un mot en réaction à ce que vient de dire Hugo Bernalicis. Est-ce que, effectivement, l'immigration profite au pays et permet au pays de se développer économiquement et donc est une forme de pomme d'abondance? Besoin d'immigration dans certains secteurs, c'est ce qu'on appelle les métiers en tension. Pour le reste, ce que dit M. Bernalicis n'est pas exact. Il n'est nullement démontré que l'immigration rapporte plus à un pays sur le plan financier qu'elle ne lui coûte. Mais ce n'est pas le sujet dans l'immédiat. Le sujet dans l'immédiat, compte tenu de ce qui s'est passé à Lampedusa, il est très simple, c'est de savoir est-ce que ces milliers, ces dizaines de milliers de migrants qui arrivent en Italie par la route de la Méditerranée centrale, qui viennent de Libye ou de Tunisie, est-ce qu'ils vont rester en Italie ou est-ce qu'ils vont venir en France, en Suisse ou en Autriche? Et là, nous avons la réponse par l'expérience. Nous savons que la plupart de ces migrants sont des francophones qui viennent d'Afrique subsaharienne, de pays dont beaucoup sont d'anciennes colonies françaises, et qu'ils vont chercher à tout prix à venir en France. Et l'enjeu pour le ministre de l'Intérieur, c'est de défendre la frontière franco-italienne. C'est bien évidemment en coopération avec l'Italie, mais vous savez, une décision récente qui est intervenue jeudi dernier de la Cour de justice de l'Union européenne va compliquer un peu plus la tâche des policiers et des douaniers, va compliquer la tâche de l'Intérieur. Pour faire court, sans rentrer dans les détails du droit, cette décision explique que lorsqu'un migrant se présente à une frontière commune... Alors, la liaison est un petit peu... Un petit peu chaotique. On va essayer de vous rappeler pour peut-être refaire ça un petit peu plus tard. Il nous reste 1 heure d'émission. C'est très intéressant ce que vous dites, mais franchement, le discours est un petit peu haché, donc on va tenter de rétablir la liaison. Hier, quand vous avez entendu Emmanuel Macron, il vous a semblé plus proche du pape dans la philosophie ou de Gérald Darmanin, ou les deux, comme dirait Thomas Bonnet? On ne sait pas trop sur quel pied danser. Je dirais les deux, parce qu'effectivement, la situation est politiquement difficile pour le gouvernement, surtout compte tenu de cette vision, tout d'un coup, avec ce qui s'est passé, du fait que la mer a été calme, etc., où tout d'un coup, ça a accumulé les départs, et du coup... Lampedusa a représenté l'endroit où beaucoup de gens qui auraient échelonné sur plusieurs mois n'auraient pas prêté la même attention, ont prêté une plus grande attention sur ce problème qui, dans le fond, est continu. C'est un flux Une note continu. interne dit il y a 80 000 candidats au voyage qui attendent sur les rives libyennes et tunisiennes. Par contre, sans dire que effectivement le président nous fait toujours un petit peu politiquement en même temps, il faut reconnaître qu'il a raison quand il dit qu'il faudrait pouvoir mettre en place, pour contrer les réseaux, avec des accords sur la Libye et la Tunisie, qui sont les deux principaux points de départ, des gens chargés d'aider ces pays, soit qu'ils ne le veulent pas, soit qu'ils n'ont pas les moyens, à éviter ça. Parce que c'est pas une idée tout à fait nouvelle, ça n'a jamais vu le jour, ça n'a jamais été facile. Ça s'est fait avec la Grande-Bretagne. Ça s'est fini en système de corruption locale en Libye notamment, et
d'esclavage qui a été dénoncé par la BBC. Alors moi, je voulais effectivement réagir sur ça. Les points avec les passeurs, ça pose vraiment problème, puisqu'on est vraiment sur de la traite d'humains. Les gens payent pour pouvoir passer, de se mettre en condition d'insécurité pour ces passages. Et je dirais heureusement qu'il n'y a pas eu des drames comme on a pu avoir par le passé. Donc je crois qu'il y a vraiment cette réponse européenne qu'il faut construire. La réponse européenne, c'est tous les pays qui se mettent autour de la table, qui conviennent de la façon, lorsque les frontières européennes sont passées, de traiter l'ensemble des... Sauf que l'Allemagne, pas plus tard que la semaine dernière, a décidé de jouer de faire cavalier seul. Et à chaque fois, on va se retrouver dans cette même situation. Mais la réponse européenne que demande la France, ça veut dire que la France doit se mettre aussi à jour elle-même de ses propres procédures et d'être dans une harmonisation par rapport Peut-être que l'aide au développement a failli complètement, ou sinon on a eu une loi sur l'aide au développement sur le mandat précédent. L'objectif était évidemment de pouvoir donner les moyens de rester, de développer les pays pour pouvoir accueillir et avoir ces activités. Je crois qu'aujourd'hui, surtout sur un passage de masse comme on le voit aujourd'hui, on peut se poser la question. La question de l'enjeu climatique, et moi j'y suis très attachée, je travaille sur la question de la sobriété, la question hydrique également, va amener à bouger les masses, mais pour l'instant, je ne dirais même pas forcément que tout le monde va venir en Europe, puisqu'en fait, déjà aujourd'hui, la plupart des migrations sont sud-sud. Donc effectivement, ces mouvements de masse doivent être étudiés de manière très approfondie. Merci, c'est tout le temps qui nous restait malheureusement pour ce débat. Merci Thomas d'être resté avec nous. Merci beaucoup pour votre participation aux uns et aux autres. On s'interrompt quelques secondes et puis on revient pour la partie témoignage de notre émission à compter de 16h. À tout de suite.